Bienvenue dans le débat de France 24. Cette fois, ça y est, la France tient son D-Day, D comme déconfinement, même s'il reste à géométrie variable suivant les régions, selon qu'on est en zone verte ou rouge comme Paris. Quels changements en attendre et surtout comment éviter de reculer, d'être à nouveau submergé par la pandémie? France, comment sortir du confinement et du coronavirus? On en débat avec le professeur Renaud Piarou. Bonjour, vous êtes chef de service du service de parasitologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Merci d'être avec nous. Vous pilotez depuis à la mi-avril à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris un dispositif de prévention de la contagion sur l'Île-de-France baptisé Covisan. Vous allez nous en parler dans un instant. Merci d'être avec nous. Merci. Également avec nous, Carl Olive, vice-président du conseil départemental des Yvelines. Vous êtes maire de Poissy, c'est dans votre commune que le président de la République Emmanuel Macron et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer se sont rendus mardi pour une rencontre avec des élèves et des professeurs en préparation de cette journée. On va en parler dans un instant. Merci d'être avec nous. Bonjour Renaud Kahn. Également avec nous, Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU. C'est le premier syndicat en France des personnels enseignants d'éducation et d'orientation du second degré. Ce sont, je le rappelle, les collèges et les lycées. Merci à vous. Merci à vous. Et puis Éric Chevet, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises en charge à la CPME des affaires sociales. Merci à nouveau à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Alors ce 11 mai marque donc une rupture après bientôt 2 mois de confinement. Les Français retrouvent leur liberté de mouvement, fini les restrictions de circulation, du moins dans un rayon de 100 km. Une partie seulement, à peine 20% des élèves devraient retrouver à partir de demain, mardi, les bancs de l'école. Concrètement, les changements à attendre, résumés en images par Noémie Roche. L'heure de la rentrée a sonné. Après 2 mois de fermeture, les écoles primaires rouvrent leurs portes ce lundi. Aux enseignants d'abord, avant les écoliers. Mais faute de place, cela ne concernera qu'une minorité d'élèves à qui il faudra désormais faire respecter les gestes barrières. Les maintenir à distance les uns des autres, ça va être très difficile. Bon, quand ils seront assis en classe, ça va aller, mais après, les déplacements dans les couloirs, etc., il va vraiment falloir faire attention à ce genre de choses. Coiffeurs, boutiques de mode, librairies, opticiens ou encore fleuristes, les petits commerces vont eux aussi pouvoir accueillir à nouveau des clients. On est pressé que ça redémarre, que ça bouge, quoi, que tout le monde retrouve la vie, le sourire. La vie reprendra aussi sur les marchés, autorisés à rouvrir. Pour ce qui est des centres commerciaux de plus de 40 000 m², leur réouverture se fera sur décision des préfets, sauf en Île-de-France où ils resteront fermés. Bars, restaurants, cinémas, grands musées et théâtres garderont portes closes, mais les petits musées pourront rouvrir ainsi que les médiathèques. Lueur d'espoir, les plages pourraient rouvrir sur autorisation du préfet et il sera à nouveau possible de se prélasser sur les bancs publics. Parcs et jardins ouvriront, mais seulement dans les départements verts. Ailleurs, il faudra patienter encore un peu. Vénétité, ce sont dans un premier temps les élèves des écoles maternelles et primaires dont certains vont reprendre dès cette semaine, mais en zone dite verte, les collèges recommenceront à accueillir les élèves de 6e et 5e à partir du 18 mai, dans une semaine. Le SNES, on le sait, n'y était pas favorable. Êtes-vous désormais rassuré? On n'est pas encore complètement rassurés, notamment en termes d'exigences de santé et de sécurité, parce que nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que le confinement avait creusé les inégalités, qu'il était nécessaire de maintenir et de reconstruire un lien avec les élèves, mais que ça ne pouvait pas se faire au détriment de leur santé et de leur sécurité. Or là, on a déjà des retours de collèges où on nous dit on ne sait pas si on aura les masques, on ne sait pas si on aura le gel. Bien évidemment que l'école doit jouer son rôle, notamment auprès des élèves les plus en difficulté, mais ça ne peut pas se faire au détriment de leur sécurité. Il faut du temps pour mettre en place un protocole, il faut des aménagements et on a toujours l'impression que les choses ont un peu été faites à l'envers, c'est-à-dire qu'on nous a donné une date et depuis le gouvernement ne cesse de courir après cette date. Il faut un peu plus de temps pour s'assurer que tout le monde puisse rentrer dans de bonnes conditions et pour l'instant, dans la plupart des collèges, ce n'est pas encore le cas. Certains de vos collègues à travers la France comptent-ils exercer leur droit de retrait? Et si oui, les soutiendrez-vous au besoin en appelant à faire grève?
Alors, pour l'instant, on n'en est pas encore là, hein. On a encore au moins une semaine, voire plus, dans les établissements scolaires pour faire le bilan de ce qu'il y a dans les établissements. Aujourd'hui, tous autant qu'on est dans nos établissements à distance, on a engagé un dialogue avec les chefs d'établissement, avec les directeurs académiques, les rectorats, pour poser nos exigences, pour vérifier que les exigences soient bien là. Maintenant, si elles y sont pas, nous, ce qu'on demande, c'est le report de quelques jours de la réouverture des établissements, dans l'intérêt de tous, hein. Personne n'a intérêt à ce qu'un établissement ouvre et quelques jours après referme. Quelles conséquences ça aurait pour les élèves? Donc aujourd'hui, on engage ce dialogue, que chacun fasse preuve de responsabilité, décale s'il le faut la réouverture des établissements. Si le jour J, les conditions de sécurité ne sont pas réunies, des collègues pourraient faire valoir leur droit de retrait, et bien évidemment, nous serons à leur côté. Mais aujourd'hui, travaillons à faire en sorte que ces exigences-là, d'un très haut niveau, soient bien respectées, quitte à décaler l'ouverture de quelques jours. Il y aurait un danger grave et imminent, une défectuosité des systèmes de protection. Ce sont les deux seuls motifs pour invoquer le droit de retrait aujourd'hui. Ça peut arriver, vous savez, on connaît très bien nos établissements scolaires, hein. On sait à quoi ressemblent les salles de réunion, on sait à quoi ressemblent les couloirs, on sait ce que c'est que le sens de circulation des élèves et des adultes dans un établissement scolaire. Donc c'est pour ça que nous, on a posé des exigences très claires sur ces éléments-là. Si aujourd'hui ils ne sont pas réunis, on intervient auprès des chefs d'établissement, des recteurs, des directeurs académiques pour que ces solutions-là soient réunies et pour personne ne soit mis en danger, ni les élèves, ni les adultes. Et il faut aussi après que tout le monde l'entende, que nos interlocuteurs l'entendent, que la hiérarchie l'entende, pour éviter de se retrouver dans des situations particulièrement dangereuses. On voit à quel point le virus peut vite circuler dans un établissement scolaire, hein. On l'a vu à travers l'exemple d'un collège de la Vienne ces derniers jours, où avec une réunion sans même tous les adultes, le virus a circulé, quitte après à reculer l'après-rentrée. Donc vraiment, aujourd'hui, la priorité, c'est la santé et la sécurité, et de prendre le temps de bien préparer les choses. Carl Olive, je le disais en vous présentant, c'est donc dans une commune, dans un établissement de votre commune, le groupe scolaire Pierre de Ronsard, que s'est rendu le chef de l'État mardi en compagnie du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Une école qui est restée ouverte depuis le début du confinement, puisqu'elle accueille des enfants de personnel soignant sans qu'aucun cas de contagion n'y ait été rapporté. Ça suppose des moyens, une organisation particulière. Vous avez raison, Monsieur Kahn. En fait, le président de la République n'est pas venu voir ce que nous allions mettre en place à la rentrée scolaire. Je vais y revenir dans quelques instants, mais plutôt ce que nous avions mis en place depuis 1 mois et demi maintenant en accueillant les enfants du personnel soignant, des pompiers, de la police, des postiers depuis la semaine dernière. Une trentaine d'enfants, sans discontinuer, de 7h à 19h. 7h pour les accueils périscolaires avec les personnels de la ville, animateurs et ATSEM, et jusqu'à 19h pour garder les enfants, et puis les enseignants sur la base du volontariat. Je crois que vous l'avez dit, il me semble que pour moi, le salut, peut-être le succès, c'est vraiment le travail en synergie très étroite depuis le départ, et je crois que Madame l'interlocutrice le disait juste auparavant, Madame Venité, avec la préfecture divine, avec la rectrice d'académie, le directeur d'académie et la ville. S'il n'y avait pas eu cette synergie et ces validations, je dirais, collégiales, fort est à parier qu'on n'aurait pas pu ouvrir. On a d'abord acquis le matériel. Très tôt, nous avons commandé des masques à la ville de Poissy, donc on avait du matériel pour le personnel de ville, mais également pour le personnel de l'éducation nationale. C'était peut-être pas à nous de fournir, mais on ne s'est pas posé la question. Encore une fois, je pense que nous autres, vous savez, sur le terrain, on est toujours là pour trouver des solutions. Là où d'autres peut-être viendraient chercher des problèmes. Pour le coup, on a essayé vraiment de travailler main dans la main. On a accentué le côté sanitaire avec un personnel de ménage qui est physiquement présent tout au long de la journée, avec une signalétique que nous avons échafaudée et façonnée avec les directeurs et les directrices. Il se trouve que je suis maire de la ville de Poissy, mais je suis également père et mon épouse est directrice d'EHPAD. Nous avons un garçon qui a fréquenté cette école. Vous l'avez dit, Monsieur Kahn, il n'y a pas eu du tout de contamination, tant au niveau de nos gamins qu'au niveau des enseignants et du personnel de ville. L'avis négatif rendu par le conseil scientifique, Carl Olive, ne vous inquiète pas tout de même en tant que maire. Vous comprenez que ce soit dissuasif pour d'autres communes qui, comme Paris, autour d'Anne Hidalgo, avaient demandé de reporter la réouverture des écoles en dénonçant un déconfinement à marche forcée?
Alors, je ne dirais pas ça, pardon, mais je ne dirais pas ça. D'abord parce que je dirais que nous, on a été mis, je ne vais pas dire devant le fait accompli, mais il a bien fallu agir et non pas subir, puisque 2 jours après le début du confinement, je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain et l'hôpital devait évidemment travailler pour sauver des vies sans se préoccuper de ce qu'il en était. Donc, en fait, on a vraiment mis les choses de façon très concrète. Après, force est de constater que le président a parlé le 13 avril. Qu'on est aujourd'hui le 11 mai. Ça fait presque un mois. Pardon, mais on a pu se préparer pour être fin prêt à l'orgie. Si et seulement si, évidemment, les experts médicaux, mais il y a un professeur, le professeur Piarou, pourra le confirmer. D'abord, les sachants soient aussi sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, les Français, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent de la confiance et de la clarté. C'est vrai qu'avec la cacophonie politique, d'ailleurs de tous bords, hein, il n'y a pas de monopole par rapport à cela, qu'on entend depuis un mois, avec aussi parfois de la différenciation entre les sachants. On en parlera peut-être, les Français ont besoin de clarté. Alors, s'appuyer sur le terrain, sur des expérimentations qui fonctionnent, me paraît plutôt cohérent. Vous savez, on a un devoir, une responsabilité, que le déconfinement se passe pour le mieux. Pas pour les maires, pas seulement pour les enseignants, je dirais pour la France. Donc, il faut travailler les uns avec les autres, pas les uns à côté des autres, et certainement pas les uns contre les autres. Vous évoquiez un instant hein, l'amateurisme, ce que vous qualifiez de ce qui a pu être une forme de cacophonie. La loi d'état d'urgence sanitaire, qui n'est pas promulguée à temps pour le début du déconfinement, faute d'avoir reçu l'aval du Conseil constitutionnel. Alors, c'est un délai de 24 heures seulement, mais est-ce que d'après vous, ça ne risque pas, eh bien là aussi, d'accentuer la méfiance peut-être des Français à l'heure du déconfinement? Je crois, Monsieur Kahn, qu'aujourd'hui, les Français ont confiance notamment dans leur maire, dans le corps enseignant, dans les chefs d'entreprise. Et moi, je me félicite de la présence d'un représentant de la CGPME. Je crois qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux gens de terrain. Vous savez, aujourd'hui, quand on se promène ou on va saluer les administrés, il se trouve qu'on a rouvert le marché alimentaire hier ici à Poissy en respectant les distanciations physiques. Que souhaitent les Français? Reprendre une vie normale. Plus rien ne sera jamais comme avant, on le sait. Il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. Mais de façon pragmatique, c'est vrai que tous les discours, toutes les paroles en l'air sont sans commune mesure par rapport à la réalité du terrain. Moi, je suis ravi de voir que ça fonctionne bien ici à Poissy, en toute humilité, et pas seulement qu'à Poissy. Les 35 000 maires, collègues maires veulent que ça fonctionne bien. Mais encore une fois, nous devons être des courroies de transmission et certainement pas des chaînes de déraillement, comme parfois on a le sentiment de l'entendre dans notre beau pays. Professeur Renaud Piarou, on va évoquer dans un instant avec vous le dispositif de détection des cas que vous avez mis en place en Île-de-France. Mais d'abord, votre point de vue de médecin et d'observateur avisé des épidémies. Vous avez traqué notamment le choléra. Rouvrir les écoles aujourd'hui et permettre à nouveau la liberté de mouvement, est-ce que c'est risqué pour vous? 10 élèves maximum par maternelle, pas plus de 15 par classe élémentaire. Est-ce que ça suffit, d'après vous, à faire respecter les règles de distanciation sociale par des enfants de moins de 10 ans? Ça va dépendre de l'endroit. J'ai pas trop envie de me lancer dans ce débat. C'est aux instituteurs, aux professeurs de voir avec les mairies selon les circonstances. Et je pense que ce qui a été dit jusqu'ici était très bien. Et il n'y a pas besoin que je vienne intervenir dans ce débat. Alors, vous participez depuis un mois au pilotage à l'assistance publique hôpitaux de Paris de Covisan, un dispositif d'équipe mobile qui prennent en charge des malades du Covid-19 en Île-de-France. L'objectif, c'est quoi? C'est de protéger l'entourage? L'objectif, c'est d'accompagner, c'est d'aider les patients qu'on va détecter parce qu'ils passent, ils vont voir leur médecin, parce qu'ils passent un test de PCR, de les aider, de les accompagner et de faire en sorte qu'ils protègent leurs proches en évitant de leur transmettre le virus. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est une alliance avec le patient. C'est comme ça qu'on a fonctionné depuis un mois, puisque là encore, on est sur une expérience de terrain et on essaye maintenant de la généraliser parce qu'elle a très bien fonctionné. Justement, oui, ça marche, ça donne des résultats. Vous diriez-vous qu'on en est où dans la maîtrise du risque épidémique dans cette région qui reste rouge, hein, il faut bien le dire, tant dans la circulation du virus que dans la capacité sanitaire? Alors, pour ce qui est de la circulation du virus, elle a quand même beaucoup diminué. Il y a des problèmes de calcul qui font que Paris apparaît en rouge. En réalité, le nombre de personnes qui appellent le SAMU pour
des problèmes de Covid ou suspectés de Covid, ou nombre de problèmes de personnes qui vont dans les services d'accueil d'urgence sont énormément diminués. On a même eu hier une journée sans aucun cas de Covid à la Pitié-Salpêtrière. C'est un immense hôpital et il n'y a pas eu un patient ni aux urgences ni dans l'hôpital, un nouveau patient, parce qu'il y a bien sûr des patients hospitalisés avec le Covid. Donc, zéro nouveau cas hier. Voilà, juste pour une journée, mais c'est pour vous dire quand même, cette baisse est très, très importante et ça nous offre une opportunité. L'opportunité, c'est de mettre en place une action autour des patients, de tous les nouveaux patients qu'on va avoir et d'être extrêmement efficace sur ces patients. Il ne faut pas les rater. C'est-à-dire, il faut bien sûr récupérer les patients qui ont un test positif, mais il y en a aussi qui ont des signes évidents et qui ont un test négatif. Il faut que les médecins généralistes nous les adressent aussi. Et ensuite, il faut pouvoir vraiment passer avec eux une alliance pour essayer de faire en sorte qu'ils ne transmettent pas autour d'eux. Et si on arrive à faire ça, si on arrive à le généraliser à l'Île-de-France, qui est quand même la région la plus vulnérable en France à cause de sa densité de population, on va pouvoir maîtriser l'évolution de l'épidémie. Il y a ces patients malades chez eux que vous voyez, est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Et puis surtout, il y a tous ces asymptomatiques, ceux-là, vous ne les voyez pas. En fait, en voyant un patient symptomatique et en allant chez lui, avec son accord, sur son invitation, on est en possibilité de repérer des patients symptomatiques ou asymptomatiques qui ne sont pas vus par le système de soins. Et ça, on arrive encore à en trouver quelques-uns. C'est donc l'intérêt de prendre contact avec toute personne suspecte d'avoir le Covid-19 et avec cette personne-là, essayer de tester son entourage, vérifier avec qui il a été en contact et aider ces personnes à se protéger et soit à éviter d'attraper le virus, soit s'ils ont attrapé le virus, éviter qu'ils le propagent ailleurs. Et c'est l'intérêt que cette démarche reste volontaire, la capacité qu'elle vous donne ensuite à pouvoir, d'une certaine manière, tracer l'entourage. Oui, en fait, si on a une démarche imposée, coercitive, d'abord, il y a beaucoup de personnes qui vont refuser. C'est facile de refuser, c'est facile d'échapper. Il suffit de ne pas signaler à son médecin qu'on a des signes de la maladie, comme en particulier les sujets jeunes s'en sortent relativement bien. Ça n'est pas, il est tout à fait possible de continuer à circuler avec les signes de la maladie. Les premiers signes, c'est la perte de goût, la perte d'odorat. Et donc, si les gens n'ont pas confiance, si ils voient que ce système peut servir à les contraindre à un confinement avec une manière qui ne leur convient pas, on va perdre des patients et on va perdre la possibilité de remonter les chaînes de contamination. Si par contre ils voient qu'on les aide, que si on leur demande de se confiner, on leur fournit les services qui vont avec, en particulier pour les courses ou pour si quelqu'un doit être isolé, qui peut aller à l'hôtel, s'il le veut, et qui n'a bien sûr pas à payer pour l'hôtel. Si on aide les personnes, si on leur distribue des masques, si on fait tout pour atteindre l'objectif qu'on s'est donné ensemble, éviter de contaminer les proches, alors c'est ce qu'on voit. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de rentrer en confiance avec le patient et petit à petit de trouver les personnes qui ont pu être contaminées autour de lui ou qui seraient susceptibles de l'être. Éric Chevet, est-ce que vous n'avez pas, vous, le sentiment, je vais être un peu provocateur, hein, que c'est surtout pour les entreprises, surtout celles où l'on ne peut pas télétravailler comme les PME ou les TPE, qu'on procède au déconfinement, notamment dans les écoles, pour permettre aux parents de regagner leur lieu de travail et à l'économie de redémarrer? Ce n'est ni anecdotique ni péjoratif, hein, je précise. Non, bien sûr, mais je comprends votre question, effectivement. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les entrepreneurs et leurs salariés, d'ailleurs, sont très, très motivés pour reprendre et que nous appelions effectivement évidemment en respectant les protocoles sanitaires et après, évidemment, avis des autorités sanitaires et politiques d'ailleurs, nous étions vraiment demandeurs de reprendre le travail. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que je pense que maintenant c'est acquis, mais il faudrait demander confirmation au professeur. Très clairement, il va falloir s'habituer à vivre avec le virus. Et donc, on sait, du coup, ça nous emmène deux choses. D'une part, que
cette reprise va se faire de façon très, très, très progressive. Et donc, il faut vraiment qu'on rentre petit à petit dans une nouvelle façon de travailler. Et donc, plus on commencera à intégrer toute cette bonne façon de se comporter et donc de travailler, plus ça sera facile pour nous de pouvoir retrouver un niveau d'activité raisonnable. Mais les entreprises elles-mêmes, les PME et les TPE, justement, sont-elles prêtes à accueillir à nouveau du personnel? Elles se préparent, elles sont depuis la semaine dernière, vous savez, d'abord, beaucoup de professions, depuis plus d'un mois maintenant, voire même, depuis presque l'origine d'ailleurs, du confinement, des guides ont été travaillés, à l'intérieur des professions pour faire en sorte, de permettre une reprise du travail dans de bonnes conditions et une poursuite du travail pour ceux qui ne s'étaient pas arrêtés d'ailleurs, une reprise du travail dans de bonnes conditions. Et je peux vous dire que la semaine dernière, moi, dans mon entreprise, je suis un commerçant, j'ai un commerce, je suis d'ailleurs dans mon commerce en ce moment. Eh bien, nous avons la semaine dernière commencé, évidemment fermé, évidemment confiné, nous avons commencé à préparer le magasin pour être en situation d'accueillir les clients à partir d'aujourd'hui 14h dans les meilleures conditions sanitaires possibles, en respectant les protocoles qui nous sont fournis à la fois par le ministère du Travail pour ce qui est du protocole général, mais aussi par la profession. Notre profession, à nous, par exemple, nous a donné un guide assez complet sur la façon de procéder. Donc, quid des fameux masques, par exemple? Les employeurs n'ont pas obligation d'en fournir à leurs salariés, alors qu'il est. Alors, ça dépend dans quelles conditions on se trouve, mais très clairement, nous, sur nos espaces de vente, nous recommandons très clairement le port du masque sur les espaces de vente. Alors après, quand on est en back-office, qu'on est derrière, on n'est pas forcément obligé de les avoir tout le temps. Nous proposons à l'entrée dans le magasin à nos clients, nous proposons la possibilité de mettre des masques que nous mettons à disposition. Donc, c'est une proposition, c'est une proposition, mais nous demandons aux clients quand même, et je l'ai vu affiché sur plusieurs commerces ce matin, nous demandons à nos clients de porter le masque à l'intérieur du magasin. C'est un point important, et puis de respecter évidemment les gestes barrières qui sont affichés partout dans les magasins et sur le lieu de travail. Alors la crainte, bien sûr, elle est dans toutes les têtes, celle d'une rechute, d'une nouvelle flambée des cas à la faveur d'un éventuel relâchement post-confinement et qui viendrait balayer 2 mois d'efforts et de sacrifices des personnels soignants notamment. Il a suffi d'une cérémonie d'obsèques fin avril en Dordogne et surtout ces derniers jours d'une réunion préparatoire à la reprise des cours du 18 mai dans un collège de la Vienne pour relancer la crainte d'une contagion en chaîne. Vous voyez ce reportage pour France 2 de Stéphanie Pérez, Hakim Abdelhalek, Isabelle Hirsch et Laurent Gauthier. Une cour d'école transformée en urgence en laboratoire à ciel ouvert hier en fin d'après-midi à Chauvigny. 71 personnes dépistées, tous les personnels communaux, enseignants et employés. On résiste. La fébrilité a gagné cette commune de la Vienne depuis l'annonce de 4 cas de Covid-19 au collège. Je trouve que c'est très très bien. Il le fallait de toute façon pour protéger tout le monde. La principale adjointe et 3 autres membres de l'équipe pédagogique ont été testés positifs. Dans quelles circonstances les contaminations se sont-elles produites? Vraisemblablement lors de réunions préparatoires à la rentrée. 9 personnes de la direction ont été mises en quatorzaine et le maire de Chauvigny envisage d'autres mesures. S'il y a un cas positif, j'ai pris la décision avec les élus en charge de l'enseignement de fermer définitivement nos écoles jusqu'au mois de septembre. Je ne veux pas prendre le risque en tant que maire mais aussi en tant que médecin. Un foyer dans la Vienne classé département vert juste avant la date de rentrée officielle. De quoi alimenter les inquiétudes de certains enseignants sur la préparation et les conditions de cette rentrée. Précisons qu'aucun nouveau cas positif n'a été détecté depuis sur plus de 60 personnes dépistées. Sophie Vénétité, ça vous inquiète tout de même? La rentrée au collège Gérard-Philippe de Chauvigny a été repoussée au 27 mai. On aurait pu craindre pire. Oui, alors on aurait pu craindre pire, effectivement, mais quand même le fait que dans une réunion où il n'y avait pas tous les adultes de l'établissement, puisque c'était une pré-rentrée, en fait, on n'avait pas l'ensemble des professeurs ou des personnels, que le virus se soit quand même diffusé, ça confirme que les établissements scolaires peuvent être de redoutables accélérateurs de diffusion du virus et qu'il faut avant tout poser des conditions sanitaires extrêmement strictes, qu'il faut qu'elles soient respectées avant d'envisager d'ouvrir. Et il faut surtout avoir un élément en tête,
c'est celui du nombre de personnes qui peuvent être en même temps dans l'établissement et donc du nombre d'élèves à un moment qui vont être dans l'établissement. On a beaucoup entendu le chiffre de 15 élèves maximum par classe. On sait très bien que c'est un nombre beaucoup trop élevé. Nous, on a regardé dans notre classe, dans nos classes de 50 mètres carrés à peu près, vous ne mettez pas plus de 7 à 8 élèves. Donc, c'est pour ça qu'il y a des impératifs de santé et de sécurité extrêmement concrets. Le nombre de personnes dans l'établissement, le nombre d'élèves par classe, la circulation dans les établissements, la cantine, ça, c'est vraiment une question très importante. Tout ça doit être vérifié avant d'envisager la réouverture des établissements scolaires, quitte à retarder de quelques jours. Mais quand on voit l'exemple de la Vienne, on voit bien qu'on ne peut pas, il n'est pas question de transiger avec ces questions de santé et de sécurité. Si l'objectif, comme l'a dit lui-même le Premier ministre, c'est d'éviter une deuxième vague, eh ben, prenons le temps de bien faire les choses. En même temps, comment faire si on retarde encore les réouvertures pour éviter que davantage d'élèves ne décrochent? Le ministre, hier, dans les colonnes du Journal du Dimanche, parlait de 4% d'élèves décrocheurs. L'Éducation nationale, un peu plus tôt, au mois d'avril, évoquait le chiffre de 5 à 8%. Est-ce que ça ne contribue pas encore à creuser les inégalités scolaires? Et puis, quid des parents qui doivent bien reprendre le chemin du travail? Pour certaines familles, c'est intenable financièrement et ça rejaillit sur les enfants. Bien sûr, cette question des inégalités scolaires, on l'a très tôt touché du doigt. D'ailleurs, nous, on l'a dit très rapidement dès les premiers jours du confinement. On a pointé du doigt ces inégalités-là. On est très vigilant là-dessus. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que les cours puissent reprendre, l'école puisse reprendre, notamment pour ces élèves-là, mais puisse reprendre dans de bonnes conditions. N'oublions pas que ces élèves les plus défavorisés, les décrocheurs, ce sont ceux aussi qui peuvent vivre dans des logements où la promiscuité est très importante et donc ça peut favoriser la diffusion du virus. S'ils reviennent dans l'établissement et qu'ils repartent chez eux avec le virus et qu'ils recontaminent leur famille, on est parti pour une deuxième vague. Donc on sait que les inégalités se sont creusées. Ce travail-là vis-à-vis des élèves les plus défavorisés, on va le faire, on est prêt à le faire, on l'a fait pendant le confinement. D'ailleurs, on pense aussi que ça se fait sur le long terme et c'est pour ça qu'il faudrait d'ores et déjà réfléchir aussi à ce qu'on va faire à la rentrée du mois de septembre. Les inégalités, ça se rattrape pas avec des stages de quelques jours pendant les vacances. Ça se travaille sur le long terme. Donc, il faudrait aussi qu'on puisse travailler sur le mois de septembre. Donc, bien évidemment qu'il y a des inégalités, bien évidemment qu'on est prêt à travailler avec nos élèves parce qu'il y a des enjeux très forts, mais ça ne peut pas se faire au détriment de la santé et de la sécurité des personnels, des élèves et de leurs familles, parce qu'il y a bien un enjeu de santé publique derrière. Carl Olive, Poissy est comme le reste de l'Île-de-France en zone rouge. Vous trouvez normal de ne pas avoir droit au même déconfinement qu'ailleurs en France? Je ne me pose pas la question par rapport aux collègues d'autres départements ou d'autres régions, Monsieur Kahn. En revanche, ce que je sais, c'est que je plébiscite le fait que ce soit une rentrée à la carte et qu'elle soit par progressivité. Je m'explique. Dans les quartiers populaires, comme on les appelle, il y aura 4 niveaux. Grande section maternelle, CP, CE1 et CM2. Sur les autres quartiers dits traditionnels, 3 niveaux, grande section maternelle, CP et CM2. Il me paraît important et encore une fois plutôt cohérent de pouvoir y aller avec une certaine personnalisation selon les écoles, selon les villes, selon les départements et selon les régions. Je constate aujourd'hui, je rejoins et je salue l'engagement exceptionnel du corps enseignant depuis le début du confinement, que ce soit en présentiel ou à distance, comme l'a rappelé Madame Vénétité. Il faut voir, je crois qu'on ne mesure pas bien la fracture sociale, numérique que parfois prennent en pleine figure ces populations de nos quartiers populaires, mais également, il faut le dire, d'autres quartiers dits traditionnels où le papa et la maman travaillent tous les deux et quand bien même l'enfant n'a pas de difficulté, c'est plus compliqué un enseignement à distance. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que pour la rentrée, donc celle de mardi, puisque aujourd'hui, lundi, nous sommes en pré-rentrée, 1050 élèves sur 1700 vont reprendre le chemin de l'école sur les 4 et 3 niveaux dont je viens de parler et je salue les 211 enseignants sur 230 qui reprennent également physiquement le chemin de l'école. Pour autant, les 19 autres vont continuer à enseigner à distance. Et ça me paraît important. Je pense que c'est un bon signe. Mais c'est vrai qu'au-delà de tout, il y a le côté sanitaire que nous devons maintenir, solidifier, et tout cela à l'écoute, effectivement, de l'Académie de Versailles à laquelle nous dépendons, à l'écoute également des personnels des villes et des animateurs. Et c'est vrai qu'on a également commencé à faire du dépistage
parfois selon les volontaires. Je sais que le professeur Piarou en fait dans les différents EHPAD, en tout cas chez nous, sur l'ensemble du département, à l'initiative du président du conseil départemental. Ça me paraît important vraiment de mettre tous les atouts de notre côté pour en sortir. Enfin, pardonnez-moi, mais je trouve un petit peu maladroit de préparer des réunions de rentrée alors qu'aujourd'hui, avec des outils tels que celui que vous proposez aujourd'hui en visioconférence, on est capable de faire des choses à distance. De la même manière, la semaine dernière, en discutant avec l'inspectrice de l'éducation nationale, on nous proposait d'ores et déjà, dès ce soir, de faire un conseil d'école dans chacune de nos 20 écoles de la ville de Poissy pour mettre tout le monde à niveau. J'ai refusé qu'on fasse évidemment ces conseils d'école physiquement. Faisons-les, encore une fois, à distance. On passe nos semaines actuellement à désinfecter les lieux, à faire en sorte que nos enfants et les différents personnels encadrants soient pour le mieux accueillis. Soyons, encore une fois, vigilants et cohérents. C'est du bon sens. On sait que ce n'est pas une science, mais encore une fois, ce sont les hommes et les femmes, je crois, qui font circuler le virus et certainement pas le virus qui circule tout seul. Professeur Piarou, est-ce qu'il existe, d'après vous, aujourd'hui un risque de relâchement en France et aussi, notamment, dans ces zones vertes, d'une certaine manière, on leur a donné un brevet aujourd'hui de bonne conduite vis-à-vis du virus. Est-ce que ça risque d'entraîner ou de provoquer des comportements peut-être à risque demain ? Je vais répondre sur le relâchement. En fait, il peut intervenir dans les zones vertes, les zones rouges. Ça a pas, le virus s'en fout de la couleur de la zone. Et il y a dans toute la France des possibilités de démarrage de transmission, de chaînes de transmission. Moins on fera de réunions en présence, surtout dans des salles qui sont relativement confinées, moins on aura de risque de reprise de l'épidémie. En fait, on va se retrouver dans les semaines qui viennent à essayer de trouver un équilibre entre des contraintes sur les libertés pour essayer de diminuer la diffusion du virus et une nécessité de relâcher la pression. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais il y a un moment où les gens doivent pouvoir aller faire des courses, il y a un moment où certains sont obligés d'utiliser les transports en commun, il faut que ce soit organisé au mieux. Mais je suis complètement conscient que ce sont autant d'occasions de transmission du virus et que moins il y en aura, mieux on se portera d'un point de vue transmission du virus. Il faut trouver cet équilibre entre l'atteinte à nos libertés et au monde économique, les problèmes sociaux, l'éducation des enfants et la contrainte terrible que nous apporte ce virus qui est extrêmement contagieux. Renaud Piarou, on l'a compris, vous êtes partisan, vous, de la conviction et du dialogue, mais est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir imposer des tests à la plus grande partie de la population et puis imposer aussi la quarantaine au cas avéré? Alors, c'est à double tranchant. D'abord, les tests à une grande partie de la population, ça servira à rien si les gens ne sont pas malades ou contact d'une personne malade ou porteuse. La probabilité de trouver quelque chose est infime. Et en plus, c'est valable que pour le jour même. Le lendemain, elle peut être contagieuse. Elle n'ira pas se refaire tester. Donc, des tests de très grande largeur n'auraient pas d'efficacité et donneraient peut-être même un faux sentiment de sécurité. Quant à la contrainte, elle vient s'opposer à la confiance. Et à choisir entre l'un et l'autre, même d'un point de vue opérationnel, il vaut mieux laisser filer une personne qu'on aurait préféré voir complètement confinée que d'avoir 100 ou 1000 personnes qui ne vont pas se faire dépister alors qu'ils devraient l'être parce qu'ils présentent des symptômes, parce qu'ils se disent si je suis dépisté, je vais être soumis à une contrainte. Donc attention que ce qui paraît être une bonne idée quand on est face à une personne peut-être instable, difficile à convaincre et qui souhaite par exemple sortir de chez elle, on essaye de la convaincre au moins d'avoir un masque, de se nettoyer les mains, etc. Il vaut mieux ça que de perdre la confiance de tous les autres qui vont se dire quand on va voir le monde médical, on va nous contraindre et ça, je ne le veux pas.
Éric Chevet, les entreprises, elles pourraient-elles faire face à un reconfinement en cas de résurgence du virus? Combien dans ce cas-là mettrait la clé sous la porte? Alors, on sait déjà qu'il risque d'y en avoir beaucoup. C'est pour ça que notre président François Asselin a demandé de ne pas attendre en fait la rentrée septembre-octobre pour enclencher peut-être des mesures de relance de l'activité parce que ce sera de notre point de vue absolument nécessaire. Dans les professionnels de la restauration, le syndicat de la restauration nous dit que probablement que 30% des restaurateurs pourraient ne pas rouvrir déjà. Donc, effectivement, nous sommes, nous, très, très attentifs à respecter tout ce qu'on nous demande de respecter sur le plan sanitaire, de façon à éviter un retour en confinement qui serait dramatique, et aussi d'ailleurs pour l'État, pour les finances publiques, parce que on voit l'effort qui est fait, hein, c'est un effort qui est fait par la nation. C'est ce que j'allais vous demander. Le gouvernement a annulé les charges sociales et fiscales des entreprises de moins de 10 salariés qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative. Il y avait déjà eu les annulations de charges pour les entreprises du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du spectacle ou de l'événementiel. C'est un effort énorme. Est-ce qu'il faut, d'après vous, que l'État aille plus loin, ou bien est-ce qu'il faut quand même qu'on pense à un moment à le désendetter aussi parce qu'on fait face à une concurrence étrangère? Oui, bien sûr, il va falloir à un moment, et quelqu'un devra payer, et je pense qu'il faut effectivement qu'on en ait tous conscience, et en tout cas, le monde économique sait bien que un jour ou l'autre, on demandera, l'État a beaucoup donné ces derniers temps, il faudra bien aussi qu'on donne aussi, nous, à l'État, de façon à réduire un peu cette dette-là. Mais là, aujourd'hui, c'est quand même le déconfinement, c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, ce sont 900 000, je crois, disait la ministre du Travail, près d'1 million de salariés qui retournent en activité. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de réussir correctement ce retour à l'activité, qu'il n'y ait pas de bousculade, que les gestes barrières soient bien appliqués partout où il y a des activités en contact avec le public. Il faut ouvrir les cafés-restaurants aujourd'hui, d'après vous, et les salles de spectacle, ou c'est trop tôt? Je pense que moi, je ne suis pas habilité, évidemment, je ne prendrai pas des positions sur le plan sanitaire, parce que ça, c'est aux professionnels de le faire. Mais vous avez au sein de la CPME très clairement, des personnels, des personnes qui dirigent ou gèrent ce type d'établissement. Bien sûr, et eux nous demandent effectivement de réfléchir à des nouvelles solutions. Je pense par exemple à Toulouse où la CPME locale propose de privatiser les rues pour élargir les terrasses et faire en sorte qu'on puisse ainsi doubler, tripler les espaces de terrasse pour pouvoir rouvrir plus tôt. C'est peut-être des solutions qu'il faut trouver localement, mais évidemment en accord avec les autorités locales, que ce soit les maires ou les préfets, qui sont, de notre point de vue, tout à fait en mesure, sous couvert évidemment des informations sur le plan sanitaire, de prendre ce type de mesures. Doubler, tripler les espaces en terrasse, Carl Oli, vous-même, vous êtes premier édile de votre ville. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que vous y songez vous-même? Est-ce que vous êtes inquiet pour les commerces, et notamment pour les commerces de restauration? Merci, M. Kahn, de me poser cette question, et je voudrais rebondir sur ce que disait M. Chevet. On a vraiment, je dirais, nous, un devoir qui est prioritaire, et on l'a montré notamment avec la commande des masques. J'ai souhaité que nous commandions les masques à une entreprise française. Si aujourd'hui on veut que notre économie redémarre, il faut vraiment s'adosser au cercle vertueux de l'économie locale. On a commandé ces masques. Il faut le dire, ils coûtent un petit peu plus cher que ceux qui viennent parfois d'autres contrées, vous voyez ce que je veux dire, mais pour autant, voilà, on a reçu nos masques en temps, en heure. Et je crois aujourd'hui que le fait que nos restaurateurs, que nos buralistes, que les cafés puissent rouvrir, c'est véritablement un lien social. Évidemment, il faut respecter les distanciations physiques, mais pour autant, je piétonise l'artère principale commerçante à la demande de mes commerçants, d'abord pour sécuriser les usagers, les visiteurs, avec justement ces espaces avant d'entrer dans les magasins. Nous avons d'ores et déjà des restaurateurs qui jouent le pick and go, c'est-à-dire qu'on commande et on vient chercher ses courses, y compris en matière de restauration, et tant mieux. Mais effectivement, moi, je serais d'avis, en respectant encore une fois les distanciations, qu'on puisse rouvrir un certain nombre d'établissements culinaires, parce qu'ils font vraiment la richesse de cette économie. Et ce sont véritablement, je dirais, des locomotives pour tirer l'ensemble du train que représentent les commerces. Mais encore une fois, nous avons fait des grandes affiches ici à Poissy pour consommer, privilégier le local, parce que si on veut que notre pays s'en sorte, il faut d'abord s'adosser, je dirais, à cette économie locale.
Un dernier mot peut-être, Sophie Vénétité. Vous arrivez, vous, à vous projeter à la rentrée prochaine. Où en seront à ce moment-là les élèves qui n'auront pas fréquenté les bancs de l'école depuis le mois de mars pour certains? Et puis, quid du bac, du baccalauréat aussi, parce que on le voit bien, hein, même l'épreuve d'oral de bac français cette année n'est pas du tout garantie. Est-ce qu'il ne faut pas accélérer peut-être la réforme du baccalauréat et aller à l'avenir vers du 100% contrôle continu? Alors, on se projette dès maintenant sur le mois de septembre et sur la rentrée. Avant ça, on voit bien que, par exemple, l'épreuve l'oral de français, dans le contexte actuel, qui doit avoir lieu à la fin du mois de juin, elle n'a absolument aucun sens sanitaire ou pédagogique. Mais quand on se projette à moyen terme sur la rentrée, on voit bien qu'il va falloir tout repenser. On sait très bien, et ça a été dit avant moi, que le virus sera toujours là au mois de septembre. Donc, par exemple, il paraît difficilement concevable de faire une rentrée comme d'habitude, de faire une rentrée avec des classes de 35 en lycée, avec des classes de 30 en collège, de faire circuler tous les élèves dans les établissements normalement. Donc, il va falloir très rapidement qu'on engage la discussion sur la préparation de la rentrée. Comment est-ce qu'on fait pour diminuer les effectifs qui sont présents dans les établissements? Et on va aussi devoir réfléchir à la question du baccalauréat. Mais là, le contrôle continu tel qu'il est mis en place, c'était à titre exceptionnel. Et quand on voit toutes les discussions qui ont lieu en ce moment pour savoir comment est-ce qu'on va tenir les jurys, etc., on voit bien que tout est fait pour essayer de neutraliser un peu les inégalités parce qu'on a recours au contrôle continu. Donc là, dans l'immédiat, si on doit parler du baccalauréat, au-delà de l'épreuve de français, il faut quand même se dire que pour les élèves qui vont entrer en première au mois de septembre, en théorie, il y a des premières épreuves au mois de janvier 2021. Ça paraît complètement fou d'imposer des épreuves à des élèves de première après un trimestre, sachant qu'ils n'ont pas eu cours pendant 4 à 5 mois pendant leur année de seconde. Donc la première chose qu'il y aura à faire, c'est que ces épreuves de bac qui doivent se dérouler au mois de janvier 2021, elles doivent être supprimées et on doit plutôt mettre ces épreuves en fin d'année sous la forme d'épreuves terminales, que tout le monde passe en même temps. C'est ce qui permet de garantir le moins d'inégalités. Parce que là, on voit bien quand même ce qui se passe dans Vous restez les attaché à l'examen final, hein, qui est facteur on reste attaché à l'examen final pour des questions d'égalité. Vous savez, là, on voit un peu ce qui se passe dans les établissements. Certains qui essayent de dire il faudrait modifier les notes pour être sûr que les élèves aient de bons résultats. Ça, c'est tout le problème du contrôle continu, d'où l'intérêt des épreuves terminales. Merci beaucoup, Sophie Vénétité du SNES FSU d'avoir été avec nous. Merci également à Éric Chevet, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises en charge des affaires sociales à la CPME. Merci également au professeur Renaud Pierroux, chef du service de parasitologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et à Carl Olive, maire de Poissy. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Restez avec nous sur France 24 tout de suite. À la suite de nos programmes, on se retrouve pour un nouveau débat demain mardi.